Nous avons avec nous donc Lionel Jeannot, président de la FIDI. Bonjour Lionel, il faut ouvrir le micro. Voilà, si vous voulez dire bonjour qu'on vous entende à tous. Bonjour. Bonjour à Lionel. tous. Stéphane Prouzeau, vice-président de la FIDI. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Martine Cardoua, vous êtes présidente de la commission transactions à l'UNIS. Bonjour Martine. Bonjour à vous tous. Ensuite, Michael Benzaken, vous êtes responsable service client chez Analysimo. Bonjour Michael. Bonjour, merci. Ensuite, Stéphane Dello, vous êtes président, là on parle des éditeurs logiciels, hein, vous êtes président de Liciel. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous, bonjour Xavier. Christophe Bruyat, aussi représentant d'un logiciel, responsable des services techniques d'OBBC. Bonjour Christophe. Bon. Et enfin, Benoît Lanlard, vous êtes directeur des services numériques d'ITGA. Bonjour Benoît. Bonjour à tous. Voilà. Alors, je vais mettre fin à ce partage de diapos. Alors, pour une meilleure conférence, ce que je vous recommande, une meilleure expérience, c'est de mettre la visio en plein écran. Vous avez un petit icône où il faut cliquer dessus. Excusez-moi de parler un peu technique. Bien entendu, nous enregistrons cette conférence. Vous pourrez ainsi nous retrouver en replay et nous vous fournirons les présentations qui seront faites aujourd'hui au public qui répondra au questionnaire de satisfaction en fin de conférence. Vous pouvez interagir avec nous à travers l'onglet questions-réponses en bas de votre écran. Vous avez un petit onglet questions-réponses, donc cliquez dessus et puis c'est là que vous posez les questions. C'est celles qu'on reprendra en fin de conférence. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors le programme de 7 heures que nous allons passer ensemble en 3 temps. Une première présentation par Stéphane Prouzeau sur les changements liés au DPE et les conséquences clients. Ensuite, on aura une table ronde avec tout le monde qui sera autour de cette table pour discuter des enjeux liés au nouveau DPE. Et puis on gardera une dizaine de minutes à la fin pour répondre à vos questions. Alors donc, sans plus attendre, commençons avec un mot d'ouverture de Lionel Jeannot, président de la FIDI. Lionel, la refonte du DPE arrive à son terme. Alors, elle arrive à grands pas et elle arrive bientôt à son terme. Merci Xavier. Merci à tous d'être aussi présents sur cette webconférence initiée par la FIDI en partenariat avec Xavier Faure. Ça montre que le DPE est important et on le sait tous. Le DPE est un outil essentiel dans le cadre de la performance énergétique. La date d'application, en effet, est relativement proche, parce que c'est le 1er juillet 2021, on le sait tous. La mise en place va avoir des conséquences pour les propriétaires, pour les professionnels de l'immobilier et pour les diagnostiqueurs, pour tous les diagnostiqueurs qui pratiquent le DPE. Et aujourd'hui, son application est source de nombreuses questions, ainsi que les conséquences que ça va entraîner. C'est pourquoi il nous a paru essentiel de monter cet événement en rassemblant les parties prenantes pour faire un point d'étape et éclaircir un certain nombre de points de façon à ce que et les professionnels du diagnostic et les professionnels de l'immobilier et les propriétaires y voient un peu plus clair pour se projeter d'ici la date du 1er juillet 2021. Car c'est important et aujourd'hui les éditeurs de logiciels échangent beaucoup avec les pouvoirs publics pour finaliser le logiciel. Et donc, je vais laisser la parole à Stéphane Prouzeau pour rentrer immédiatement dans le vif du sujet. Voilà. Alors Stéphane, merci Lionel pour cette introduction. Donc on se reparle tout à l'heure. Stéphane, on va tout de suite commencer la présentation. Donc une dizaine de minutes à peu près de présentation. Je propose à chacun de vous, chers conférenciers, de couper votre caméra et votre micro pendant la présentation de Stéphane. Vous pourrez revenir avec nous après pour la table ronde. Voilà. La présentation est bien visible pour nous, Stéphane. J'espère que tu n'as pas coupé ta caméra. Voilà. Tu es le seul qui a la caméra ouverte. Martine, il faut juste couper votre caméra. Voilà, c'est à toi donc Stéphane pour cette présentation. 62 jours, hein, J-62, c'est ça Stéphane Prouzeau? Oui, exactement. Bonjour à tous et à toutes. Et effectivement, nous sommes à 62 jours de la mise en application de ce DPE V3, de ce nouveau DPE. Alors, ce nouveau DPE, c'est réellement un outil de référence pour informer à partir du 1er juillet 2021 de la performance énergétique, de la performance climatique d'un logement
ou d'un bâtiment à usage d'habitation en évaluant sa consommation d'énergie. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un véritable outil de référence? Parce que derrière le DPE, il y a un certain nombre d'échéances très concrètes. Première échéance qui a été le 1er janvier 2021, où les bailleurs de logements classés F ou G ont une interdiction en zone tendue d'augmenter librement le loyer entre deux locataires sans avoir rénové le bien. Prochaine échéance, donc le 1er juillet, pour la mise en application du nouveau DPEV3. Et puis, élément important, le DPEV3 sera opposable. Il est aussi un autre élément important, c'est qu'il ne concerne que les habitations. Pour le tertiaire, on continue à utiliser les méthodes jusqu'à présent utilisées. Ensuite, au 1er janvier 2022, information sur l'obligation de travaux à réaliser pour les biens F et G, et cette information sera obligatoire dans les actes juridiques. Ensuite, obligation de réaliser un audit énergétique, je dirais, complémentaire pour les biens F et G, et il y aura une nouvelle étiquette dans les annonces immobilières à partir de cette date-là. Et puis ensuite, on va du 2025 à 2034 avec une interdiction progressive de la mise en location des passoires énergétiques. Alors, ce que je vous propose, c'est de voir les quelques points d'évolution. On ne va pas faire toute la liste des différences, mais on a essayé de les classer pour que ce soit les évolutions importantes, aussi bien pour les professionnels de l'immobilier que pour les propriétaires, vendeurs et propriétaires bailleurs, ainsi que pour les acquéreurs et les locataires. Première différence, c'est la méthode. Un seul moteur, quelle que soit la typologie du bien, c'est le 3CL DPE. Et donc, on va avoir une disparition de la possibilité de sortir une étiquette vierge et une disparition de la méthode de relevé de conso, dite méthode sur facture. Je parle bien de l'habitation. Ensuite, au niveau des rapports, ce seront des rapports identiques, que ce soit pour une location ou pour une transaction. Et la surface mesurée dans les biens immobiliers, ce sera la surface habitable plus la surface des vérandas chauffées. Deuxième élément important et sur lequel l'ensemble des acteurs ont beaucoup communiqué, dont les pouvoirs publics, c'est l'opposabilité. Les informations constitutives du DPEV3 sont opposables. C'est-à-dire qu'un acquéreur ou un locataire pourra se retourner contre le propriétaire vendeur ou propriétaire bailleur si les informations du DPE sont erronées et si ces informations dégradent la note du DPE. Ensuite, alors, petit élément, les recommandations sont exclues de l'opposabilité et les DPEV2, même utilisés après le 1er juillet 2021, seront exclus de l'opposabilité. Je vous le disais tout à l'heure, il y a une nouvelle étiquette pour ce DPE et cette étiquette prend en compte deux éléments, la performance énergétique du logement et la performance climatique, c'est-à-dire les GES. Avant, il y avait deux étiquettes, maintenant, il n'y en a plus qu'une qui prend ces deux informations. Certains disent qu'ils prennent la pire information de ces deux éléments. Alors, au 1er janvier 2022, les professionnels de l'immobilier devront utiliser cette étiquette pour l'ensemble des annonces, que ce soit en location ou en transaction. D'autres évolutions, la prise en compte de l'éclairage et de la ventilation, la prise en compte des dernières évolutions technologiques des matériaux et des équipements, possibilité de générer un DPE au logement à partir d'un DPE à l'immeuble dans un certain nombre de cas, et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, les actes juridiques pour les biens F et G devra apparaître sur ces actes la liste des travaux pour atteindre le E, c'est-à-dire pour sortir de la zone passoire énergétique. Alors avec tout ça, il y a eu un très gros effort pour changer le rapport. Et on a là, je crois, aujourd'hui, un rapport beaucoup plus lisible, beaucoup plus pédagogique. Alors, je ne vais pas vous décrire l'ensemble des éléments. Ce rapport, hein, vous en avez un exemplaire sur le site du ministère du Logement, sur le site
de la FIDI, mais 2-3 informations. Vous avez donc la fameuse étiquette, vous avez l'estimation de la facture énergétique de l'occupant du logement avec une fourchette. Vous avez une estimation aussi sur les performances de l'isolation, sur les performances de ce qu'on appelle du refroidissement. Et puis, vous avez la liste des travaux et là aussi différence puisque dans le DPEV2, il fallait mettre des recommandations, mais en séparant les performances de ces recommandations. Là, on met des scénarios de travaux qui nous permettent de sortir de la zone passoire énergétique ou qui nous permettent d'atteindre la zone dite basse consommation. Je vous propose de faire une toute petite parenthèse sur le terme passoire énergétique. La définition de passoire énergétique diffère selon les textes. Entre la loi climat, la loi énergie et climat de 2019, entre des décrets, un décret qui est sorti en janvier de cette année, où dans certains cas on parle d'énergie primaire, dans d'autres on parle d'énergie finale, et puis la loi climat et résilience. Ce qu'il faut savoir, et les pouvoirs publics nous l'ont assuré, c'est que d'ici 2023, la référence unique devra être l'étiquette F ou G du DPEV3. Au niveau des validités, le DPEV3 sera valide 10 ans. Pour le DPEV2, que l'on peut encore utiliser durant les prochains mois, les DPE réalisés avant le 1er juillet 2021 restent valables, au-delà du 1er juillet 2021, mais avec une limite de validité inférieure à 10 ans. Pour les DPE réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017, ils seront valides jusqu'au 31 décembre 2022. Pour ceux réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021, ils seront valides jusqu'au 31 décembre 2024. Je m'adresse sur ce slide aux diagnostiqueurs et aux techniciens certifiés DPE. Aujourd'hui, on a un guide édité par le CEREMA sous l'égide de la DHUP qui s'appelle le guide DPE logement. Ce guide remplace le guide d'inspection et le guide de recommandation 2009 et il synthétise les arrêtés qui décrivent la nouvelle méthode 3CM. Alors, c'est un véritable guide pour le diagnostiqueur qui va de l'explication des principaux points de la méthode, dont les évolutions, à la mise en œuvre des recommandations. Pour la profession, c'est en plus un outil d'harmonisation important. Nous conseillons que chaque technicien lise ce guide avant la mise à jour de la nouvelle version. Et donc, un lien de téléchargement sera envoyé à tous les participants de la conférence pour permettre d'avoir ce guide. Pour l'instant, il est dit en version provisoire, c'est la version du 15 mars, je crois, 2021, mais les pouvoirs publics que l'on a eu hier nous ont assuré que la version définitive devrait sortir normalement au mois de mai et sera quasiment identique à cette version provisoire. Donc, on peut commencer la lecture de ce guide dès maintenant. Et étant donné là un petit conseil au niveau de la transition, étant donné les conséquences juridiques découlant de la notation DPE liée à la classification, excusez-moi, passoire énergétique, il peut être opportun de réaliser un DPEV3 si le précédent DPE est un DPE vierge ou s'il est mal noté. Et nous conseillons, après un certain nombre d'échanges, nous conseillons aux professionnels de l'immobilier dès le 1er juillet 2021 de préciser dans les actes DPE réalisé suivant l'ancienne méthode, non opposable, ou DPE réalisé suivant la nouvelle méthode, la version 3. Au niveau du DPEV3, le DPE étant opposable et un outil majeur de la décence du logement, la réglementation prévoit que le propriétaire ou le professionnel de l'immobilier remette au diagnostiqueur les éléments suivants. Le justificatif de la date du permis de construire ou de la date de construction, les notices descriptives de la construction du bâti, les notices des appareils de production ECS
chauffage ou refroidissement, les tantièmes de charge pour les immeubles collectifs ayant un chauffage collectif, plus règlement de copro, les factures des travaux d'amélioration énergétique réalisés et, grosso modo, tout document permettant de renseigner les caractéristiques thermiques de l'enveloppe et des équipements, ainsi qu'un justificatif de la surface habitable. Sinon, bien entendu, le diagnostiqueur remesurera, mais aujourd'hui, il faut être extrêmement précis avec ce DPE, donc il risque d'avoir un surcoût dans ce remesurage. C'est un élément important qu'il y ait des liens entre le professionnel, le propriétaire et le diagnostiqueur pour avoir la meilleure estimation de la performance énergétique du bien immobilier. Au niveau des logiciels, aujourd'hui, les logiciels ne sont pas encore sortis, ne sont pas encore publiés. Et donc, mais comme les éditeurs logiciels sont avec nous, je vous propose que nous les écoutions pour nous dire exactement où ils en sont. En conclusion, le DPE V3, J-62, on a encore 62 jours. Alors, pour que les DPE, je dirais d'un côté au niveau des logiciels soient publiés, pour que nous, diagnostiqueurs, nous ayons bien pris en compte l'ensemble des éléments de la nouvelle méthode 3CL, qu'on se forme aussi à cette mise à jour, et pour que les professionnels de l'immobilier aient bien compris l'ensemble des nouveautés du DPE V3. Ce DPE V3 doit nous permettre de fournir sur un bien des informations liées à sa performance énergétique et climatique et une feuille de route au propriétaire pour la réalisation de travaux et d'économies. Voilà, on voulait faire ce petit point pour que tout le monde ait la même information. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des demandes complémentaires, à contacter la FIDI. Merci beaucoup. Et puis, je dirais bonne continuation à la table ronde. Voilà, mais merci Stéphane Prouzeau pour cette présentation très claire. On va rouvrir nos caméras. Stéphane, tu restes avec nous, bien entendu, pour cette table ronde. Alors, juste avant de lancer la table ronde, on vous laisse ouvrir les caméras aussi pour Lionel. On avait un petit quiz pour vous. Alors, vous savez combien on est d'ailleurs? Je pose la question parce que le public ne sait pas combien on est, mais nous, on le voit, combien il y a de personnes. Est-ce que vous l'avez vu, cher conférencier? On est plus de 450 là, en ce moment, je pense, sous votre contrôle. Donc, merci. J'ai vu, vous êtes des bailleurs sociaux, des syndics, des diagnostiqueurs, et vous êtes avec nous pour nous écouter sur ce DPE. Et c'est vous dire notre responsabilité aujourd'hui. Alors, on avait un petit quiz pour vous. Et je vais vous poser donc deux questions. Est-ce qu'il va alimenter cette table ronde? Allez, je vous fais un petit vote. Vous allez voir, c'est facile. Et même vous, conférenciers, vous allez pouvoir voter. Quel logiciel utilisez-vous? Alors, cette question, elle vaut pour les diagnostiqueurs immobiliers. Je vous laisse voter. Allez-y, votez. Vous avez 10 secondes. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà, vous avez tous à peu près voté. Là, ça vaut pour le panel qui est présent. Et je vous partage les résultats. Donc, effectivement, il y a 30% là. Stéphane, il faut ouvrir le micro si tu parles. Voilà, il y a effectivement, vous voyez les résultats comme moi, 30% d'analyse IMO, initial 36%, et les autres, ce sont les autres logiciels qui sont utilisés. Alors, on avait une deuxième question qui concerne l'aspect mise à jour, là aussi pour les diagnostiqueurs, et qui est êtes-vous inquiet sur la mise à jour de votre logiciel? On vous laisse voter, oui ou non. Tiens, on va voir d'ailleurs, ça va pouvoir ouvrir pour les éditeurs de logiciels. Allez, 5 secondes, 4, 3, 2, 1. Vous posez des questions, je vois, chers éditeurs, est-ce qu'ils sont inquiets ou pas, les diagnostiqueurs? Allez, je mets fin au vote et je vous partage les résultats. Voilà, vous voyez, le public est plutôt pas inquiet pour la mise à jour des logiciels. Alors, pour commencer cette table ronde, merci Martine Cardoua pour l'UNIS. Vous avez votre micro qui est ouvert? Oui? Oui.
Oui, Voilà, vous m'entendez? d'être avec nous en tant que représentant de l'immobilier. Quelles conséquences pour finalement les agents immobiliers sur ce nouveau DPE? Alors, la première conséquence, c'est se dire effectivement, il va falloir alerter nos clients qui sont actuellement avec un diagnostic version V2 classé EFG, puisque à échéance quand même de 2024 et 2028, ces biens-là vont être, certains ne pourront plus être loués, d'autres, les loyers seront bloqués. Donc, on a quand même un devoir de conseil et d'anticiper auprès de nos clients, notamment bailleurs, pour les amener à sortir de ce classement et donc voir avec la version V3 comment ils seront classés. Je pense que ceux qui sont aujourd'hui en F et G vont très, très peu de chances pour qu'il y ait une amélioration et que ça passe en E. Donc les alertes sont sur ce premier point. Ensuite, on a aussi bien entendu l'estimation, l'avis de valeur. Lorsque on a effectivement des biens aujourd'hui qui sont classés E, F ou G. Nouvelle version, quid du classement, ça aura forcément aussi une conséquence sur l'estimation et le prix de vente. Donc, ce sont les deux points qui peuvent aujourd'hui inquiéter, on va dire, les professionnels, mais on doit forcément anticiper et avoir des conseils, notamment vis-à-vis des travaux, préconisations de travaux, pour qu'on puisse garder un parc locatif qui soit en adéquation avec cette valeur verte et offrir un maximum de logements quand même à la location. Voilà. Ouais. Voilà, ça, ce sont les deux points importants que nous, professionnels, à l'UNIS, nous avons mis en exergue. Voilà. Oui. Pour les diagnostiqueurs immobiliers, Lionel et Stéphane, il faut aussi récolter des informations supplémentaires auprès des agents immobiliers. Donc, il y a tout un travail nécessaire qui est d'interface entre ces professionnels. Finalement, il y a une chaîne de valeur, on a besoin de tout le monde. Stéphane, Oui, oui, Stéphane oui, Pouzeau. tout à fait. Il y a une chaîne de valeur et il va falloir que le diagnostiqueur, mais on a l'habitude de communiquer avec les professionnels de l'immobilier, et je pense que pendant cette période-là, il va falloir encore accroître cette communication entre l'agent immobilier et le diagnostiqueur. Un, pour faire un certain nombre de simulations, et on pourra certainement en faire à partir du 15 juin, ce qui permettra de bien montrer à l'agent immobilier quelles seraient les conséquences. Les pouvoirs publics disent qu'il y a 400 000 biens qui vont passer, qui vont changer de classe. Alors, c'est compliqué d'être très précis sur ces éléments-là, mais on a des biens en électricité qui devraient être un petit peu améliorés, des biens en gaz ou en fuel qui pourraient être un petit peu dégradés. Et donc, il y a vraiment une grosse communication, je crois, une grande communication plutôt, à avoir entre les professionnels de l'immobilier et les diagnostiqueurs. Je vous ai mis en avant-dernier slide la liste, puisque Madame Cardois nous l'avait demandé. Donc, oui. Je vous ai mis la liste des documents à avoir pour que on soit précis sur l'évaluation de la performance énergétique du bien immobilier. Oui. Alors, je voudrais juste rappeler que certes, on parle des agents immobiliers, justement, les particuliers auront aussi ces obligations. Et nous, en tant que professionnels, on a une carte à jouer là-dessus. Justement, on pourra mieux conseiller, donc aussi bien nos clients vendeurs que bailleurs et acquéreurs, information. Donc, c'est une carte à jouer. Ensuite, avec les diagnostiqueurs, nous travaillons toujours main dans la main. On a besoin d'eux. Ce sont des partenaires avec qui, forcément, on travaille au quotidien. Et donc, le fait de devoir fournir des éléments supplémentaires, eh bien, de toute façon, on a l'habitude de bien travailler ensemble. Donc, en anticipant, en nous donnant effectivement les éléments dont on aura besoin de vous fournir, on se tient, nous, à disposition. Oui. Est-ce que vous pensez que Martine Cardois, qu'il y aura quelques difficultés à récupérer ces informations? Vous avez commencé à… Il faut de la pédagogie, la pédagogie auprès de nos collaborateurs pour informer nos clients. Je pense qu'aujourd'hui, quand je dis à un de mes clients, vous avez un DPE vierge, lors de l'estimation, je vais vous faire une estimation à ce jour, mais si demain, en fonction du classement,
il peut y avoir une influence positive ou négative. Je vais inciter donc forcément mon vendeur à faire un diagnostic nouvelle version, c'est-à-dire à partir du 1er juillet. D'ailleurs, l'UNIS a émis une note là-dessus en précisant bien que sur les estimations, les avis de valeur qui sont émis, on précise bien à nos vendeurs que le DPE doit être refait dès le 1er juillet. Oui. Voilà. Nous pensons aujourd'hui que le plus grave, c'est de ne pas le savoir. Exactement. Il vaut mieux savoir aujourd'hui que l'on est en F et puis mettre en place les travaux pour passer de F à E que faire l'autruche. Ça paraît évident, mais comme le temps passe très très vite, hein, on a vu que les échéances de 25, de 2025 à 2034 pour interdire la location des passoires énergétiques, ça va arriver très vite. Donc, il est important que l'ensemble des propriétaires soient bien conscients de la note de leur bien. Tout à fait, surtout que les travaux, donc la préconisation des travaux, certains sont en copropriété, donc va dépendre effectivement des travaux du syndic et des assemblées qui vont voter ces travaux. En individuel, c'est un petit peu différent, hein. Ça peut être aussi une question de trésorerie, donc il faut pouvoir anticiper. Et 2028, c'est bientôt, donc il faut effectivement donner ces informations-là ou plutôt à nos vendeurs et à nos bailleurs, donc les inciter à faire les diagnostics nouvelle version, pour savoir exactement, effectivement, le classement. Ne pas avoir peur, hein, parce qu'après tout, il peut y avoir aussi des bonnes surprises, notamment dans les DPE vierges, puisque je crois, hein, si ma mémoire est bonne, il me semble que j'ai lu que c'était presque 30%, non, de nos diagnostics, il me semble. Oui, alors, bien entendu, ça dépend de la localisation des biens. Sur Paris, c'est un petit peu plus important. Oui. Sur la province, c'est un peu moins important, mais effectivement, le nombre de DPE vierges est, on va dire, considérable aujourd'hui. Et les pouvoirs publics ont souhaité vraiment modifier cet élément en interdisant ces DPE vierges. Oui, Lionel Jeannot, quand on regarde les DPE vierges aussi, il va y avoir un impact aussi pour les diagnostiqueurs immobiliers et les professionnels de l'immobilier, parce que finalement, avant, ça allait plus rapidement pour réaliser un DPE vierge, donc ça va nécessiter un peu plus de temps pour réaliser ces DPE, nouvelle version. Il faut ouvrir le micro, hein, Lionel. En bas à gauche. Voilà. Ouais. Voilà. Le DPE version 3 va demander un petit peu plus de temps. Alors, d'une part, il n'y aura plus de DPE sur facture, on l'a vu et évoqué, donc ça veut dire que de toute façon, ces DPE vont être réalisés sur site après une demande d'information, et il va y avoir aussi du temps masqué. Il y a la demande des différents éléments auprès des propriétaires ou de leurs représentants, les échanges qui vont y avoir, la traçabilité qui doit y avoir avec, parce que les conséquences des DPE peuvent être assez lourdes, donc c'est pour ça qu'il faut pouvoir le tracer de manière à ce que s'il doit y avoir des suites, on puisse le justifier les uns et les autres. Donc ça veut dire que le temps à consacrer, aussi bien pour le DPE sur site, il y a quelques éléments supplémentaires à relever, mais à la fois à collecter en amont va nécessiter du temps supplémentaire. Qui va se réduire avec le temps, mais qui au départ, sur les premiers mois, vont demander de toute façon une adaptation, aussi bien de la part des diagnostiqueurs que des professionnels de l'immobilier, parce que les habitudes vont changer, mais qu'il est nécessaire de changer parce que les conséquences du DPE sont importantes pour les biens immobiliers. Ouais. Il y avait une petite question, là, je la prends au passage, Stéphane, qui était sur qui va réaliser l'audit énergétique. Il y a plusieurs questions qui sont passées comme ça. Oui, alors aujourd'hui, plusieurs professionnels peuvent réaliser l'audit énergétique. Aujourd'hui, ce qui nous semble important, c'est que l'audit énergétique soit réalisé avec la méthode 3CL. Parce que on ne pourrait pas, il y a deux méthodes, THCEX et 3CL. Si jamais il y avait deux méthodes, une méthode différente pour réaliser l'audit et pour réaliser le diagnostic, ce serait, excusez-moi du terme, hein, mais ce serait la chienlit. Parce que les résultats sont très différents entre un audit THCEX et un DPE 3CL. Alors que si l'audit est fait avec les méthodes 3CL, nous aurons les mêmes résultats. Par contre, l'audit énergétique va beaucoup plus loin sur les travaux. Alors, qui va réaliser? Pour l'instant, on est encore en attente de décret. Bien entendu, un certain nombre de diagnostiqueurs se formeront pour réaliser ces audits énergétiques. Et puis, ça peut être, bien entendu aussi, des bureaux d'études.
Ouais. Mais tant qu'on parle méthode de calcul, alors on peut commencer aussi à discuter avec nos chers éditeurs de logiciels qui sont avec nous. À moins que Stéphane, je vois qu'il voulait dire quelque chose. Non. La question qu'on peut se poser, c'est vous, éditeurs de logiciels. Alors vous êtes 4 autour de la table. On a vu que vous étiez représentatif fortement des logiciels qui sont utilisés aujourd'hui par les diagnostiqueurs immobiliers. Où en êtes-vous dans le développement de vos logiciels et comment envisagez-vous le déploiement de ces logiciels? Alors, qui est-ce qui veut commencer par en parler? Je voyais Benoît Lanlard qui souriait. Allez-y. Alors, c'est comme la personne dans la classe, vous savez, le premier qui sourit, c'est pour lui la question. Benoît, pour ITG alors. Oui, donc on en est où? Donc on avance, on sera après forcément. Je laisserai mes autres collègues donner leur avancement, mais effectivement, on a encore beaucoup d'informations qui nous arrivent régulièrement heure par heure de la DHUP pour avancer et pour tester les logiciels. Dès qu'on sera prêt, on les mettra dans les mains de testeurs et de diagnostiqueurs qui pourront tester les solutions. Mais c'est un travail du quotidien en ce moment, ouais. Mais c'est une réponse de Normand que vous me faites là. Vous me dites bientôt. Mais c'est quand vous avez une date? On va dire que courant juin, ça sera envisageable. Ouais. Si on regarde, si on fait le tour de table, analyse IMO, Michael Benzaken? Alors, un petit peu le même type de réponse, c'est-à-dire qu'on est allé aussi loin qu'il est possible de l'être vis-à-vis de cette version-là, puisque vous savez qu'au niveau du moteur de calcul, il y a encore des allers-retours qui sont faits avec la DGHUP. Concernant le déploiement, ce qu'il y a à retenir, c'est que… Vous voulez dire que la méthode de calcul n'est pas encore complètement figée? Non, elle n'est pas finalisée. D'un point de vue technique, il y a encore de nombreux échanges avec la DGHUP, notamment depuis l'apparition des arrêtés. Et on a encore eu un mail aujourd'hui concernant les autotests qui ont pour but, je le rappelle, de fiabiliser les outils. On devrait nous fournir des versions actualisées d'une partie des autotests qui sont rendus obsolètes par les modifications au niveau des moteurs de calcul. Donc on continue, si vous voulez, à travailler à flux tendu avec la DGHUP là-dessus. Et donc on est aussi près qu'il est possible de l'être aujourd'hui. Le déploiement des outils, déjà on a une injonction qui est très forte du ministère, des pouvoirs publics, pour ne pas diffuser le logiciel tant que la phase de validation des outils ne soit pas avancée. Et cette phase de validation des outils n'a pas encore démarré, puisque on doit déjà, je crois qu'il y a 40 autotests qui doivent être faits sur la partie enveloppe, sur lequel on doit obtenir les mêmes résultats qu'eux, puis des autotests qui doivent être faits à l'aveugle. Et c'est qu'une fois qu'on a les bons résultats, qu'ils vont prendre le logiciel, eux, de leur côté pour le valider. Ce que vous voulez dire, Michael, c'est que les éditeurs de logiciels ne peuvent pas confier une première version aux diagnostiqueurs et qui vont servir aussi pour les maîtres d'ouvrage, les agents immobiliers, tant que ça n'a pas été validé, c'est ça? Exactement. Oui. Peut-être pas tant que ça a été validé, mais en tout cas, la réponse qui nous a été faite, c'est tant que la phase de validation des logiciels n'a pas avancé. Pour l'instant, elle n'a pas démarré. Oui. Si on continue ce tour de table, Stéphane Delot pour Liciel, merci Michael. Vous en êtes où, vous, en termes de logiciels? Et puis on peut poser une question subsidiaire. C'est comment est-ce que les éditeurs vont accompagner les diagnostiqueurs dans une formation ou pas? Je pense qu'en fait, effectivement, le développement aujourd'hui sont presque terminés au niveau de ce qui est du codage du logiciel. Par contre, effectivement, il y a toujours des ajustements à finaliser. Donc, ça se fait par aller-retour. Mais actuellement, je pense que tout le monde, tous les éditeurs qui sont autour de cette table sont présents et participent activement avec la DHUP pour pouvoir avancer au plus vite. Le but étant effectivement de se faire valider, de préparer cette phase de validation pour le mois de mai, c'est-à-dire le mois prochain. Les diagnostiqueurs pourront disposer du produit le plus tôt possible. En ce qui nous concerne, on a déjà préparé un pré-déploiement qui permettra aux diagnostiqueurs d'avoir le logiciel rapidement. Donc, je pense que ce ne sera pas une difficulté de leur part, sachant qu'il n'y a pas non plus beaucoup de choses qui changent. Pour le diagnostiqueur, principalement, les données à saisir sont à peu près les mêmes, si ce n'est une fiabilisation des données. Donc, ils devront faire bien attention à ce qui va être écrit à l'intérieur. Ouais. La question qui avait été posée au niveau de la sortie du logiciel, effectivement, pour l'instant, c'est une réponse de Normand, puisque on n'a pas le droit de le sortir, mais néanmoins, dès qu'on aura un peu plus avancé tous ensemble et que le moteur sera finalisé, on pourra le faire. Après, c'est une question de jours maintenant, quelques semaines, donc on n'est pas sur un déploiement
à la dernière minute, les diagnostiqueurs auront le temps de regarder le logiciel, bien qu'aujourd'hui, encore une fois, hein, tous sont présents ici. Je pense que OBBC confirmera lors de sa réponse dans ces quelques minutes. Globalement, on essaye d'avoir une interface la plus similaire possible pour que les diagnostiqueurs puissent continuer leur travail facilement. Oui, Christophe Brouillat pour OBBC. Allez, on aura fini comme ça le tour de table. Peut-être vous avez sûrement à peu près la même réponse, mais comment vous allez accompagner les diagnostiqueurs et est-ce qu'on en parlait en préparant cette réunion, est-ce que la marche à monter pour aller sur la version 3 est plus simple que la marche à monter qu'il fallait pour aller sur la version 2. Entre la version 1 et la version 2, c'était plus compliqué qu'entre la version 2 et la version 3. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ça? C'est un petit peu le constat qu'on a fait. Après, pour accompagner nos clients, l'interface doit pas forcément évoluer énormément. C'est à nous de faire en sorte qu'ils se retrouvent un petit peu dans la version 2 avec leurs mêmes habitudes. C'est vrai qu'avec notre proposition de travailler graphiquement sur des plans établis dans notre produit, ils vont continuer à travailler graphiquement pour la saisie de 70-80% du DPE directement sur le plan. Donc ça, au niveau des habitudes, ça ne va pas changer. Et puis, concernant l'opposabilité et un calcul de surface optimale pour ces biens, en partant du plan, je pense que ça peut être intéressant comme démarche. Donc, à nous de le faire. Où on en est actuellement, effectivement, notre objectif avait été de proposer une version découverte dès la fin avril, des délais que l'on avait tenus, nous, en interne. Malheureusement pour nous, cela nous est interdit. Mais au niveau de l'interface graphique, de l'édition des rapports, tout ça, chez nous, est bien finalisé. On est donc en phase, comme ça a été dit, de fiabilisation avec ces cas tests qui n'en finissent pas d'évoluer et voilà, qui nous freinent un petit peu. Oui. Est-ce que vous, diagnostiqueurs immobiliers, je parle à Lionel Jeannot et Stéphane Prouzeau, vous êtes finalement de la part de vos adhérents, puisque de la FIDI, est-ce que vos adhérents sont inquiets sur la prise en main, comment ils voient la formation, la prise en main de ce nouveau DPE version 3? C'est sûr qu'on aurait préféré avoir tout en amont et puis tout bien préparé. Et là, il se trouve que on va devoir avoir les éléments au dernier moment. Historiquement, c'est pas la première fois, mais on va devoir s'adapter rapidement pour pouvoir acquérir les changements et les comprendre. Et je crois qu'en ayant tous de la bonne volonté, on y arrivera. Quand je vois les commentaires, certains sont pas très contents, mais c'est une réalité et il va devoir à la fois il y a des documents pédagogiques qui permettent justement et les différentes réunions permettent justement de comprendre les tenants et les aboutissants à ce qui va changer, c'est le premier point. Et techniquement, c'est vrai que la date du 1er juillet approchant, il va falloir qu'on fasse des tests rapides. C'est pour ça que on a parlé là aujourd'hui du guide du logement édité par le CEREMA sous l'égide de la DHUP. Ça, tout le monde peut le prendre dès aujourd'hui pour l'assimiler. Ensuite, moi j'ai bien entendu les éditeurs logiciels qui ont dit entre V2 et V3, ce sera moins compliqué qu'entre V1 et V2. Donc il faut là aussi raison garder. Et puis il va y avoir un gros travail au niveau des recommandations. Et c'est vrai que sur les premiers biens, on risque d'être désorienté parce que on n'a jamais fait ce travail-là avec des scénarios de travaux. Maintenant, les logiciels, comme sur l'ensemble des recommandations, vont nous aider en nous faisant des propositions. Et les recommandations n'étant pas opposables, ça nous permettra au début d'avoir une pression un petit peu moins importante. Voilà, donc oui, on est inquiet parce que quand on ne sait pas, on est inquiet forcément, mais on est aussi confiant parce qu'il y a un gros travail. Nous, on voit le travail des éditeurs de logiciels au niveau de la FIDI, dans tous les rapports qu'il y a avec la DHUP, et il y a vraiment un travail qui est très très important entre la DHUP et les éditeurs de logiciels que ne voient pas les diagnostiqueurs, mais que nous voyons nous. Et franchement, bravo aux éditeurs de logiciels parce que ils font vraiment tout pour que début juin, nous puissions avoir des versions de test.
Oui, Martine Cardoua, sur les rapports qu'il y aura avec vos clients, finalement, il va y avoir des préconisations de travaux. Est-ce que vous n'avez pas aussi des craintes que les préconisations de travaux, qui dit préconisation de travaux, ça éveille aussi sur l'acquéreur des coûts qui pourraient être induits sur le logement? Et est-ce que vous n'avez pas des craintes un effet? Oui, forcément. Après, je dirais que l'acquéreur, quand il visite le bien, il est quand même averti, comme on dit, c'est-à-dire qu'il voit effectivement au niveau des travaux d'isolement, il pose des questions, il a accès quand même au compte rendu d'assemblée, il sait que les travaux qui ont été réalisés et d'autres pas, en fonction de l'année de construction. Donc, il a quand même une antériorité, hein, et on a une obligation de lui fournir ces informations. Donc, aujourd'hui, il achète déjà de manière éclairée. En sachant qu'il y a des travaux à venir. Donc, puisqu'on réalise quand même sur l'ensemble de nos copropriétés, notamment des travaux d'amélioration, d'entretien. Donc, l'acquéreur, il pourrait être tenté, je dirais, de négocier si justement en amont, on ne lui donnait pas ces informations. C'est pour ça que dans nos préconisations, c'est de dire à nos vendeurs et dans nos mandats de vente, de leur dire de suite, si vous pouvez, dès que c'est possible, bien entendu, accéder au nouveau DPE, nous permettra d'informer de manière claire et honnête l'acquéreur en toute transparence. Donc, il n'y aura pas de surprise. La négociation, c'est quand il y a des surprises. Oui. Et puis, Xavier, je me permets de faire une petite parenthèse. Le DPE, normalement, doit être réalisé à la prise de mandat. Oui. Ça veut dire que ça n'est pas 10 minutes avant la signature du compromis que nous avons le DPE. Nous avons le DPE avec la première visite du bien. Et c'est ça qui est vraiment important. Et c'est là où le diagnostiqueur, le professionnel de l'immobilier doivent travailler ensemble. Parce que si le négociateur en immobilier, quand il fait visiter, il a le DPE en main, ça lui permet de montrer les travaux à faire. Et ça dédramatise la situation. Car dans de très nombreux cas, les montants des travaux ne sont pas exorbitants par rapport, je dirais, au montant et au prix du bien. Donc, oui. Un DPE à la prise de mandat, c'est la tranquillité pour tout le monde. Merci Stéphane. Voilà, il faut le faire plus tôt, et il y a plus de transparence effectivement dans cette nouvelle version aussi, puisqu'on donne une perspective hein, dans la durée. Je voulais poser une question à vous, Benoît Lanlard. Comment vous voyez la mise en place par les diagnostiqueurs? Est-ce que vous avez prévu des formations? Comment vous voyez cet accompagnement? Oui, tout à fait. Alors, nous, on a la chance effectivement d'avoir aussi un centre de formation, donc on travaille de concert avec notre organisme pour proposer des formations à la carte, ce qui n'empêche pas effectivement dès maintenant de commencer à se former sur la nouvelle méthode pour appréhender les nouveautés, notamment les pompes thermiques, les locaux non chauffés, les locaux solarisés et ainsi de suite, les recommandations, les nouveaux rapports. Voilà, c'est important de commencer à prendre en compte ces choses-là. Et après, effectivement, d'avoir des modules bien spécifiques sur le logiciel en tant que tel, qui sont prévus effectivement d'arriver donc entre maintenant et juillet. Oui, parce qu'il y a deux types de formations. Il y a une formation au logiciel et puis il y a une formation à ce nouveau DPE finalement. Exactement, c'est ça que je disais. Effectivement, dès maintenant, effectivement, les formations au nouveau DPE sont disponibles. Ouais. Et après, effectivement, dès que le logiciel sera utilisable et on aura le droit d'utiliser et de le montrer, on pourra effectivement rajouter cette partie-là en plus. Oui. C'est combien de temps de formation vous pensez pour les diagnostiqueurs? Alors, sur le logiciel uniquement? Oui. Je ne sais pas, on n'a pas encore défini exactement le détail, mais je pense que une demi-journée à une journée devrait être ça, parce que comme on l'a dit, effectivement, le déroulé reste à peu près identique, donc il n'y aura pas de gros changements. Ce qui est important, effectivement, c'est d'avoir des données fiables et saisies correctement. Oui. Michael, effectivement, pour rebondir là sur cette formation, est-ce qu'il y aura un préalable pour cette prise en main sur ce logiciel V3? Et puis là, vous souleviez, Benoît, cette question de données fiables. Est-ce que vous avez prévu, vous, éditeur de logiciels, des éléments pour sécuriser les données qui pourraient être saisies? Alors oui, de toutes les façons, dans le moteur de calcul, il y a des points d'entrée, ce qui fait que si le calcul ne peut pas se faire parce qu'il manque telle ou telle information, le logiciel mettra en avant les informations manquantes qui permettront d'arriver au calcul. C'est déjà le cas dans la méthode 3CL 2012. Après, c'est vrai qu'on a prévu beaucoup de choses, nous, pour accompagner nos clients, notamment au travers de supports écrits, au travers de supports vidéo, au travers de sessions de formation mutualisées pour vraiment donner un maximum d'informations sur ce qui doit être saisi dans l'outil et surtout comment on doit le saisir dans l'outil. L'objectif, encore une fois, c'est que l'ensemble de notre clientèle soit opérationnel et rassuré pour être travailler correctement sur ce nouveau DPE dès le 1er juillet.
Ouais. Stéphane, pour l'ICIEL, vous avez fait une estimation du temps que ça nécessitera pour saisir son DPE sur le logiciel? Est-ce que ça prendra plus de temps? Alors effectivement, je pense que ça prendra un petit peu plus de temps, non pas parce qu'il y a plus de données à renseigner, hein, comme tu as dit, ça c'est à peu près les mêmes données, mais par Ouais. contre, la qualité des données, c'est-à-dire la fiabilité des données, comme elle devra être vérifiée, ben, ça va prendre un peu plus de temps. On ne pourra pas mettre une surface du DPE rapidement par estimation. Il faudra vraiment la mesurer ou il faudra avoir une preuve de sa donnée. Donc, cette recherche va prendre un petit peu de temps, c'est pour ça qu'il va falloir travailler un petit peu plus. Après, encore une fois, le gouvernement a mis un guide à disposition pour pouvoir avoir de l'aide sur cette méthodologie, sur comment réaliser le DPE, sur les données à rentrer pour accompagner les diagnostiqueurs, ce qui n'était pas fait jusqu'à présent. Hein. Ce guide est vraiment une information très importante, quelque chose de crucial, et je pense que ça facilitera la tâche des diagnostiqueurs énormément. S'ils ont des questions, j'ai vu beaucoup de questions posées sur le forum, la majorité des réponses étaient déjà prévues par le gouvernement et sont dans ce guide. Le guide étant déjà présent disponible, il va évoluer prochainement. Je vous conseille effectivement de le regarder en amont. Pour bien préciser, Christophe Bruyal, là, je continue ce tour de table, pour bien préciser auprès des diagnostiqueurs ou des maîtres d'ouvrage qui nous écoutent, est-ce que tous les éditeurs de logiciels pourront mettre à disposition cette première version en même temps, ou c'est en fonction de l'évaluation qui sera faite par la DHUP? Alors, d'après ce qu'on a compris, ça va être à partir de l'évaluation du logiciel. Donc c'est Voilà. chacun là. Après, voilà, chacun. Après, je voudrais quand même revenir un petit peu en arrière. Il y a effectivement, selon notre analyse de choses, il y a effectivement l'utilisation du logiciel par le diagnostiqueur en lui-même sur la partie technique, mais il y a peut-être une autre partie aussi qui doit être un peu chronophage. C'est lorsqu'il doit, auprès de ses clients, expliquer ce nouveau rapport. Donc, à nous de mettre en place des outils pour l'aider dans ce sens, pour qu'il ne passe pas trop de temps non plus, une fois qu'il a fait son travail propre de diagnostiqueur, à passer du temps avec son client pour expliquer le nouveau rapport, etc. Donc là-dessus, on travaille aussi, notamment sur des plateformes web pour produire des documents à l'attention de leurs clients. Parce que ça aussi, c'est une chose qui est un peu chronophage, je pense, sur le terrain, d'expliquer le travail à leurs clients. Et oui, vous posez cette question là pour Martine Cardoua, c'est effectivement les diagnostiqueurs finalement vont peut-être accompagner aussi, réexpliquer les rapports. Peut-être qu'il y a des formations qui sont prévues d'ailleurs. Les diagnostiqueurs, est-ce qu'ils vont former les agents immobiliers sur ces sujets? Voilà, l'UNIS a prévu effectivement la commission métier formation, pardon, a prévu effectivement des formations pour nos adhérents dès le mois prochain. Des formations seront dédiées. On en a besoin pour nos collaborateurs. Après, une fois de plus, avec les diagnostiqueurs, on travaille quand même main dans la main et on n'hésite pas à les appeler. Des fois, effectivement, ils rencontrent nos clients, mais souvent, ça passe quand même par nous, hein, les informations transitent. Oui. Oui. Et c'est très important. En fait, la pédagogie, les informations, les remontées des informations, c'est vrai que les diagnostiqueurs nous les remontent, mais de travailler avec les représentants de nos clients, c'est là où on peut préparer en amont et à la fois des événements et à la fois des documents pédagogiques, de manière à ce que, in fine, parce que c'est ça le principal, le propriétaire, on puisse expliquer au propriétaire, puissiez expliquer au propriétaire les conséquences du DPE. Donc, c'est ensemble. Ah, on entend moins bien Lionel. Pardon, Martine. Oui, c'est pour ça effectivement que l'UNIS et la FIDI travaillent effectivement ensemble, on va dire, et que je suis présente aujourd'hui notamment. Oui, c'est une chaîne, hein, c'est ce que tu disais Stéphane, hein, c'est une chaîne qui travaille main dans la main, c'est-à-dire les éditeurs de logiciels qui conçoivent un logiciel, les diagnostiqueurs qui vont saisir les données, et puis les professionnels de l'immobilier qui vont vendre le bien. Tout le monde doit travailler de concert, hein, sur ce sujet. Et on voit que Christophe Brouillat, c'est ce que vous disiez, c'est qu'il faut être didactique et produire des rapports qui vont être bien compréhensibles. Oui, ça c'est notre expérience aussi de terrain, puisqu'on est expert d'autre part, notamment en copropriété. Donc le terrain, effectivement, on le connaît. Et la difficulté des rapports, c'est que des rapports, je veux dire, humains sur le terrain, ce n'est pas que l'aspect technique, mais aussi d'expliquer son travail. Donc c'est une préoccupation qui est vraiment présente chez nous.
Oui, alors allez, prenons quelques questions. Là, je vois, il y a plein de. On ne pourra pas toutes les prendre, hein, je vous rassure. Il y a plein de questions à prendre. En plus, juste, je dis ça, on a peur hein, que vous fassiez exploser le système parce qu'on a un webinaire qui est dimensionné pour 500 et on est juste à la limite à 480. Alors, rassurez-vous, ça ne coupera pas hein, si on arrive, mais les nouveaux ne pourront pas rentrer. Juste quelques questions, une question un peu, allez, un peu polémique. Est-ce que, pour Stéphane, Stéphane Prouzeau, est-ce qu'il n'y aura pas de pression de la part des professionnels de l'immobilier pour influencer les résultats? On sait qu'il peut y avoir une discussion, là je vois Martine qui dit non. Aujourd'hui, c'est plus le propriétaire qui va mettre une pression que le professionnel de l'immobilier. Hein. On l'a déjà connu, on va continuer à connaître qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit extrêmement précis dans notre travail pour dire aux professionnels Duralex, c'est de l'ex. Hein. On l'a dans la loi Carrez où quelquefois on nous dit rajoutez 1 ou 2 mètres parce que ça fait pas 5%, mais c'est le propriétaire qui a cette mauvaise habitude notre métier c'est de dire non. Le travail que j'ai fait a été fait correctement et donc il reprend les éléments et le DPE a telle lettre. Voilà. Donc, oui, on va avoir des pressions des propriétaires. Faut pas rêver, hein. Mais oui, on a l'habitude de ces éléments-là, rien qu'avec cette fameuse loi Carrez, parce que c'est sonnant et trébuchant dans certaines villes. Et oui, aujourd'hui, on sait dire non aux propriétaires parce que on a bien fait notre travail et que ce travail fait que on n'a pas de souci avec ça. Oui, c'est le travail du diagnostiqueur, indépendant, tiers de confiance. Exactement, mais il y a des tas de professions hein, qui ont comme nous de vraies pressions. Hein. Il n'y a pas que nous, hein. Mais il y a des tas de professions qui ont des pressions et nous, on doit savoir dire non. C'est un travail important. Je sais que les diagnostiqueurs, de temps en temps, en ont plein le dos, mais on doit, à ce niveau-là, faire très attention, car derrière, en réalité, c'est bien entendu notre réputation, et le DPE est un outil important pour nous, hein, important par rapport à d'autres prestations qui doivent arriver dans les prochaines années. Il faut absolument qu'on sache dire non. C'est une partie de notre métier de dire au propriétaire, monsieur, j'ai mesuré, ça fait tel métrage. Monsieur, j'ai repris les éléments, il y a telle lettre dans le dépôt. Oui, Stéphane Delot, là, je vois que vous leviez la main. Oui, effectivement. Alors, une petite modification quand même qui a été apportée par le gouvernement pour soulager les diagnostiqueurs, c'est que cette fois-ci, dans ce nouveau DPE, toutes les données saisies par les diagnostiqueurs seront mises dans le rapport. Ce qui veut dire que si quelqu'un essaye d'influencer un diagnostiqueur pour changer une donnée, ça va être mentionné dans le rapport. Donc, le diagnostiqueur, le mentionnant directement, soit il devra avoir une preuve. Donc ça, quid de la question quelle preuve pourra-t-on utiliser, ça le dit dans tes mentions. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, le diagnostiqueur sera complètement transparent dans la donnée entrée et reproduite. Oui. C'est un petit peu plus compliqué de tricher. Il y aura une traçabilité. Martine Cardois, vous vouliez… Je voulais dire, la nouveauté aussi du DPE V3, c'est qu'il est opposable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un locataire ou un acquéreur pourrait constater donc une erreur, une anomalie avec un préjudice. Il pourrait se retourner vers son vendeur ou son bailleur, qui lui-même donc se retournera vers son diagnostiqueur. Donc c'est quand même une nouveauté importante juridique. Et donc, là aussi, il faut que nous, on explique à nos propriétaires, bailleurs ou vendeurs que effectivement, les données ne peuvent pas être faussées. Voilà. Il y avait une question technique, Stéphane, je crois que tu l'avais abordé, Stéphane Prouzeau, c'est est-ce que les DPE vierges réalisés avant le 1er juillet 2021 resteront valables pour les ventes? Oui, avec une certaine limite que nous avons vue dans la présentation. Mais encore une fois, je pense que 95% des professionnels aujourd'hui vont dire s'il y a un DPE vierge, on vous demande de faire un DPE V3. Voire, je vois, moi, des acquéreurs dire, monsieur, je signe que si j'ai un DPE V3, je ne signe pas avec un DPE V2. Hein. Donc, il faut voir. Donc, je pense que le DPE vierge va avoir une vie très courte après le 1er juillet 2021. Mais si on reprend la réglementation,
et c'était indiqué dans la présentation, oui, on pourra encore utiliser un DPE vierge. Je ne vois pas les professionnels le faire. Et nous pensons que les notaires aussi, on les interpellera lorsqu'on a une promesse à signer, un acte à signer. Le notaire pourra effectivement sans doute exiger que le DPE soit refait, notamment quand il s'agit d'un DPE vierge. Oui. Voilà, les notaires les notaires et les professionnels de l'immobilier ont un gros pouvoir. Et encore une fois, un DPE, même si celui-là sera un petit peu plus cher que le DPE V2, puisqu'on va passer un petit peu plus de temps, n'est rien par rapport au prix de vente et rien par rapport au risque, aussi bien pour le vendeur que pour l'acquéreur. Donc, sachons raison garder, et oui, il va falloir refaire ces DPE pour que l'ensemble des parties à la transaction soient protégées. Voilà, on arrive au terme de cette conférence. Ça passe vite, 1 heure. Hein. Ça file très très vite. En plus, on a une autre conférence qui suit. Hein. Je parle pour nos chers amis de la FIDI, spécialement pour vos adhérents, où on va répondre aux questions que se posent les diagnostiqueurs. Mais donc là, ça sera une conférence uniquement pour les adhérents de la FIDI qui va commencer à 18h. Donc les adhérents de la FIDI, vous avez dû recevoir un mail pour se connecter à cette conférence à 18h. Alors peut-être Lionel Jeannot, avant de donner un petit mot de la fin, pour rappeler que vous allez recevoir, cher public, vous allez recevoir des informations. Là, vous allez recevoir, quand vous répondrez au questionnaire de satisfaction, vous allez recevoir les présentations qui étaient faites par Stéphane Prouzeau. Et puis, Stéphane, je crois que vous allez envoyer aussi le guide qui a été fait par le CEREMA. On va envoyer le lien, et donc on va vous donner le lien, Xavier, pour que vous puissiez, dans l'email, envoyer le lien pour télécharger ce guide. C'est vraiment important. Ce guide est vraiment important. Il faut l'éditer et il faut que ça devienne notre livre de chevet pendant les quelques jours qui viennent. Vous allez voir, c'est passionnant. Voilà, etc. Bon, j'arrête là. Oui, on va mettre le lien dans la présentation, ce sera plus simple, dans la présentation que tu as donnée. Lionel Jeannot, un petit mot de la fin sur ce DPE. Juste pour finir, le DPE version 3 est quelque chose de très positif, même si on n'a pas tous les éléments aujourd'hui pour être serein. In fine, c'est quelque chose de très positif, qui va avoir, comme on l'a dit tout à l'heure, des conséquences sur la vie et l'évolution des biens immobiliers. Et c'est pour ça que c'est très important que on informe, qu'on communique et qu'on ait des outils pédagogiques. Et c'est ce qu'on fait de façon de plus en plus régulière avec l'UNIS pour justement avoir ces outils-là et que les professionnels du diagnostic, de l'immobilier et les propriétaires maîtrisent parfaitement les conséquences du DPE pour justement que ça se passe bien, parce qu'à partir du moment où tout le monde va bien maîtriser les conséquences potentielles et que tout le monde pourra y répondre, les choses se passeront correctement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on met tout en œuvre pour cette information et cette communication. Donc là, c'est une étape. Dans les prochaines semaines ou même dans les prochains jours où on va encore renouveler les opérations parce qu'on aura encore des informations complémentaires, parce que plus la date va approcher, plus l'information sera maîtrisée pour in fine avoir un DPE parfaitement. Et de toute façon, on n'aime pas le changement. Donc à partir du moment où il y a un changement, il y a comme une panique où les gens doivent s'adapter, ils doivent s'adapter au changement. Et donc, on est dans cette configuration-là. Et donc, ça se passera correctement. Je ne suis pas inquiet, même très positif. Voilà, c'était le mot de la fin. Alors, je pose, allez, la gourmandise, je vous pose une dernière question aux éditeurs logiciels. Est-ce que vous pensez que vous serez prêts à temps? Vous répondez juste par oui ou par non, chacun, allez, un petit mot. D'ici le 15 juin, vous aurez diffusé, ou début juin, vous aurez diffusé votre version? Oui, bien sûr, mais on n'a pas toutes les cartes en main puisque voilà, on attend encore des informations et les cas tests. Stéphane, Delo, oui, vous serez bien prêt? sûr. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Tous les éditeurs devront le faire et le gouvernement nous accompagne pour ça. Michael Benzaken. Comme mes confrères, on en est exactement sur la même ligne et nous serons prêts évidemment. Comme il a été dit, on n'a pas beaucoup de choix. Voilà, Benoît Lanlard, vous serez prêt aussi, hein? Tout à fait.
Bon, eh ben voilà, c'était le mot de la fin. Grâce aux éditeurs, nous serons prêts pour fournir les logiciels aux diagnostiqueurs qui pourront faire donc les DPE pour vous aussi, cher public, maître d'ouvrage, bailleurs, propriétaires, notaires. Il y a des notaires qui nous suivent et syndics et agents immobiliers, parce qu'il y a plein d'agents immobiliers qui nous suivent. On sera prêts. Alors, je tenais à vous remercier particulièrement. Merci beaucoup, Martine Cardoua, pour avoir participé pour l'UNIS. C'était un grand plaisir aussi d'avoir la maîtrise d'ouvrage aussi avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup aux éditeurs Analyse IMO, au BBC, l'ICIEL, qui j'ai oublié, ITGA, et bien entendu un grand merci à la FIDI, la Fédération interprofessionnelle des diagnostiqueurs immobiliers, qui a participé à l'organisation de cette conférence. Et on continue cette conférence. Donc là maintenant, je vais mettre fin à cette conférence, ça va couper pour tout le monde. Passez une très belle journée et très belle soirée, à très bientôt.